Nous pouvons discuter à ce propos plusieurs procédés de thérapeutique psychique qui ont été indiqués. Deux auteurs allemands, M. Breuer et Freud, ont reproduit, nous en sommes très heureux, nos anciennes études sur les idées fixes subconscientes. Joseph Breuer et Sigmund Freud über den psychischen Mechanismus hysterischer Phänomen aus neurologischen Centralblatt, E. Mendel, 1893, numéro 1 et 2. Ils ont constaté, comme nous, des accidents très graves, déterminés par des idées fixes que le sujet ne pouvait exprimer, qu'il ignorait même totalement. L'existence de telles idées ne pouvait être mise au jour que pendant les attaques, les rêves, les somnambulismes ou par les actes subconscients et les écritures automatiques. En un mot, ces idées restaient en dessous ou plutôt en dehors de la conscience normale. Messieurs Breuer et Freud en ont conclu que ces idées étaient dangereuses précisément parce qu'elles étaient cachées et ne s'exprimaient pas au dehors d'une manière suffisante. Pour guérir le malade, il suffisait de faciliter l'expression extérieure des idées fixes. Quand le sujet aurait bien avoué son idée fixe pendant le somnambulisme, il serait guéri. Il y a dans ces remarques un peu théoriques des points qui nous semblent assez justes. Il est vrai que les sujets de ce genre éprouvent un grand plaisir à exprimer leurs idées fixes subconscientes. Pendant le somnambulisme, ils ont un besoin curieux de se confesser. Il nous semble nécessaire également, comme nous l'avons dit souvent, de faire ainsi une enquête dans les couches profondes de la conscience, et il faut mettre au jour ces idées fixes avant de chercher à les guérir. Mais ce n'est là malheureusement que la première partie du travail, et la plus simple, car une idée fixe n'est pas guérie quand elle s'exprime. Bien au contraire. Est-ce que Justine, dans ses innombrables attaques, n'a pas exprimé suffisamment une idée fixe du choléra ? Il suffit d'un mot pour la lui faire exprimer. Encore, pourra-t-on considérer cette nouvelle expression, c'est-à-dire cette nouvelle attaque, comme une guérison ? La suggestion proprement dite, l'interdiction pure et simple, peut certainement rendre plus de service. Nous ne croyons pas, sans doute, qu'il suffit de dire à un aliéné « Allez, et soyez guéri », pour le rendre parfaitement raisonnable, mais nous pensons qu'il est possible, dans certains cas, de prendre quelque empire sur les phénomènes automatiques. On peut, comme je l'ai indiqué souvent, étonner le sujet, en provoquant des hallucinations variées, en devinant ses pensées, grâce aux mouvements subconscients, etc. Ces premières suggestions réussissent facilement, et ne provoquent pas de résistance, si l'on a soin au début de ne pas s'attaquer au délire proprement dit. On peut ensuite essayer de lutter avec quelques succès contre l'idée fixe elle-même. Ces procédés m'avaient permis de transformer l'attaque en somnambulisme, d'arrêter l'idée de choléra dans son développement, de tenir la malade dans un état presque raisonnable quand elle était devant moi. Cette influence se conservait quelquefois un peu quand Justine m'avait quitté. Il lui arrivait de penser à moi, de me voir apparaître au moment de faire quelques sottises, et elle s'arrêtait. Mais il faut avouer que l'idée automatique du choléra restait plus puissante que mes suggestions. Elle n'était enrayée que pour un moment, et au bout d'un jour ou deux, les attaques colériformes réapparaissaient un peu moins violentes peut-être, mais tout aussi nombreuses. Essayons donc d'un autre procédé plus lent, plus indirect, mais peut-être plus puissant. L'idée fixe nous a paru être une construction, une synthèse d'un très grand nombre d'images. Au lieu de l'attaquer dans son ensemble, il faut chercher à la décomposer, à détruire ou à transformer ses éléments. Et il est probable que l'ensemble ne pourra plus subsister. C'est une application à la thérapeutique de l'axiome connu « diviser pour régner ». Pendant quelque temps, je ne me suis occupé que d'un seul élément de l'attaque, les contractures par exemple, ou les hallucinations olfactives. Des procédés variés de suggestion eurent ici un succès plus facile, et parvinrent à retrancher de l'attaque tel ou tel élément. D'autres éléments, les hallucinations visuelles par exemple, restèrent indestructibles. Au lieu de les supprimer, je me bornais à les modifier par une sorte de substitution. Ainsi, j'ai cherché à transformer l'aspect des cadavres, et surtout j'ai passé plusieurs séances à les habiller. L'hallucination d'un vêtement puis d'un autre réussit assez bien. Enfin, le cadavre principal parut affublé du costume d'un général chinois que Justine avait vu à l'exposition. Le succès fut surtout complet quand je parvins à faire lever et marcher le général chinois. Il n'était plus terrifiant,
et mêler à l'attaque un élément comique de l'effet le plus heureux. Il est inutile de raconter par le détail plusieurs transformations du même genre, qui tendaient toutes au même but, décomposer l'idée de choléra et la rendre méconnaissable. Sous cette influence, la maladie se transformait très rapidement. Les crises, devenues très incomplètes, n'amenaient plus de vomissements ni de diarrhée. Elles ne consistaient plus qu'en quelques cris mêlés d'éclats de rire. Chose singulière, mais que j'ai notée déjà fréquemment. Les crises cessèrent de se produire pendant le jour et n'apparurent plus que pendant la nuit. Il semblait, si l'on peut faire cette supposition, que l'idée subconsciente de choléra était trop faible pour apparaître au milieu des sensations et des idées de la veille, mais qu'elle se développait plus facilement à la faveur du sommeil. Justine, pendant la nuit, avait des mouvements de terreur, des convulsions, appelées au secours, etc. Une dissociation plus avancée, la substitution des rêves suggérés, réduisirent encore ses cauchemars, et la maladie semblait considérablement réduite, au moins sous cette première forme. Ce travail, cette lutte contre l'idée fixe, que je résume ici en quelques mots, fut en réalité fort difficile. On peut remarquer un fait intéressant, c'est que cette malade éprouva pendant la destruction de l'idée fixe de violentes douleurs dans la tête, analogues à celles que Madame D éprouvait pendant la disparition de l'amnésie et la restauration des souvenirs. Au lieu de parler comme Madame D de coupure, de déchirure dans la tête, elle décrivait la sensation d'une boule qui éclatait dans son cerveau. Quand la boule avait éclaté, l'idée fixe était disparue. Comme dans le cas précédent, ces sensations nous indiquent qu'il se fait un travail cérébral probablement considérable, et que ce changement d'état se manifeste par des troubles de la sensibilité, comme il arrive pour tous les organes. Personne n'ignore que le cerveau peut présenter des phénomènes de sensibilité et que nous pouvons avoir mal à la tête. Mais à mon avis, ces troubles de la sensibilité sont secondaires à une modification cérébrale, qui peut être quelconque et qui peut porter sur n'importe quelle fonction physiologique du cerveau. Ce n'est pas parce que Justine souffre dans son cerveau qu'elle est débarrassée de son idée fixe. C'est parce que l'état cérébral, quel qu'il soit, qui était la condition de l'idée fixe, se transforme, qu'il y a des phénomènes de sensibilité et des douleurs. Le bénéfice était cependant minime, car la maladie s'était transformée et apparaissait tout aussi redoutable sous un autre aspect. Au moment de ces grandes attaques, Justine était malade d'une façon irrégulière, par intervalles. Quand la crise était terminée, elle était soulagée et calme pendant plusieurs heures, quelquefois pendant 1 ou 2 jours. En outre, elle ne se rendait pas bien compte de sa maladie. Elle savait vaguement que depuis longtemps elle était tourmentée par la peur du choléra, mais elle n'en parlait pas et même n'y pensait guère d'une façon consciente. En effet, dès que l'émotion survenait, elle ne restait consciente que peu d'instants et amenait tout de suite une attaque avec perte de souvenirs consécutive. Depuis que les attaques avaient disparu, Justine, quoique plus calme en apparence, était devenue en réalité beaucoup plus malheureuse. L'idée de choléra n'était plus assez forte, assez complexe pour supprimer la personnalité. Elle se développait sans amener d'attaque, sans provoquer la perte de conscience et la perte des souvenirs. En un mot, elle restait consciente et obsédait continuellement la malade. « Je n'ai plus, disait Justine, cette grande peur qui me faisait m'évanouir et me donner des attaques, mais je pense bien plus au choléra. Je n'ai plus que l'idée du choléra, mais je l'ai continuellement, comme autrefois. » Cette distinction paraîtra subtile. Elle est cependant très importante. L'attaque, disions-nous, avec tout son cortège de mouvements, de troubles physiologiques et d'hallucinations, n'est que le développement d'un système psychophysiologique que, selon ses aspects, on peut appeler émotion systématique ou idée. Elle n'est pas un phénomène psychologique nouveau. Elle nous montre seulement les éléments qui sont contenus dans une idée et qui, probablement, sont contenus dans toutes nos idées. Elle nous les montre avec exagération, mais sans transformation de nature. Cette identité de nature est montrée par l'évolution clinique de la maladie. Au moment où nous enlevons à ces éléments leur puissance démesurée, ils reprennent leur aspect naturel, ils ne forment plus qu'une simple idée. D'autre part, on est disposé à séparer nettement, dans les classifications médicales, les maladies qui ont des attaques avec perte de conscience et de mémoire, et les malades qui sont obsédés par des idées avec conservation de la conscience et de la mémoire. Nous avons déjà indiqué à plusieurs reprises combien ces maladies, que l'on peut appeler l'hystérie et la psychasthénie, sont voisines l'une de l'autre, combien leurs symptômes
sont psychologiquement comparables. Archives de neurologie, juillet 1893, page 22, et Accidents mentaux chez les hystériques, 1893, page 292, deuxième édition, F. Alcan, 1911, page 440. Les exercices de mouvement, au moyen des images visuelles, disions-nous à propos de Marcel, avaient un résultat bizarre et plutôt mauvais. En effet, les mouvements se faisaient bien un peu mieux, mais les bras et les mains devenaient totalement anesthésiques. À la place de la distraction et de la boulie propre à la psychasthénie, je développais, sans m'en douter, l'anesthésie hystérique. 1. Revue philosophique, 1891, 1, 398, dans ce volume, page 58. L'étude de Justine vient ajouter un argument à notre démonstration. Nous voyons ici comment l'attaque, symptôme hystérique, peut se transformer et devenir l'obsession, symptôme psychasthénique. Nous pourrions, dans d'autres observations très fréquentes, montrer comment, d'une manière inverse, des obsessions à forme psychasthénique se transforment en attaques à forme hystérique. 2. Accidents mentaux des hystériques, page 1893, deuxième édition, F. Alcan, page 351. Il est très vraisemblable, d'ailleurs, que cette dernière transformation a eu lieu autrefois chez Justine, qui restait obsédée consciemment pendant des années avant d'avoir les attaques que nous avons constatées. Cette nouvelle forme que prenait l'idée fixe était donc importante et méritait une étude nouvelle. En quoi consiste cette idée de choléra qui reste maintenant dans l'esprit de Justine ? Les anciennes hallucinations constitutives sont disparues. Il n'y a plus d'odeur, plus de cadavres, plus de son de cloche. Que reste-t-il ? D'abord, une émotion vague, c'est-à-dire un ensemble de sensations dans toutes les parties du corps, froid, frisson, nausée, etc. Mais cette émotion bien réelle paraît, d'après les affirmations répétées de la malade, venir en second lieu. Je pense malgré moi au choléra, j'en ai l'idée, et c'est alors que j'ai peur. On décrit, très souvent chez les aliénés, des émotions, des terreurs vagues, qui semblent sans raison. Bien souvent, à notre avis, il serait facile, par un examen plus sérieux, de constater l'idée fixe plus ou moins consciente qui accompagne, à l'insu du sujet, cet état émotif. Récemment encore, nous avions cru pouvoir étudier sur une malade intéressante ces émotions persistantes sans phénomène intellectuel. K, en effet, depuis son accouchement, est dans un état de terreur continuelle, de véritable panophobie. Elle tremble surtout quand elle voit une personne s'approcher d'elle, et cependant, elle prétend n'avoir peur de rien, de penser à rien de terrifiant. La malade étant isolée et examinée avec soin, il a fallu renoncer à cette première interprétation. K a cependant des grandes terreurs, des hallucinations visuelles, dont elle garde très imparfaitement le souvenir. Pendant sa grossesse, elle a été battue par son mari, complètement ivre, et depuis, elle conserve comme une suggestion l'image de cette scène, qui se renouvelle dès qu'elle voit entrer une personne. Il s'agit donc encore d'une de ces idées fixes telles que nous les avons toujours observées. Nous nous gardons bien de nier l'existence des émotions pures, sans phénomène intellectuel à leur origine. Peut-être peut-on les constater dans d'autres états maladifs, mais nous croyons qu'il est juste de demander une analyse un peu plus précise des cas que l'on constate. Chez la malade que nous étudions aujourd'hui, chez Justine, l'émotion de terreur semble bien provoquée par une idée, comme elle le dit elle-même. Mais en quoi consiste cette idée, dont les éléments essentiels semblent avoir été effacés ? Il ne peut rester qu'un dernier élément, facile à découvrir par élimination. C'est le mot. Une fois l'attention attirée sur ce point, il est très facile de constater sans cesse ce rôle du langage dans les obsessions. Quand Justine est immobile, occupée en apparence à un travail de couture, qu'elle fait machinalement ou qu'elle ne fait pas, elle remue constamment les lèvres et murmure un mot quelquefois facile à entendre, le mot choléra. Elle a des écritures automatiques, provoquées, et peut, sur commandement, écrire différentes choses. Mais elle a aussi des écritures de ce genre spontanément, et quand elle tient un crayon à la main, elle griffonne indéfiniment le mot choléra. Quand elle ne le prononce pas ou ne l'écrit pas, elle l'entend. Il est intéressant de remarquer que cette malade a des hallucinations auditives verbales qui sont très nettes. La voix est extériorisée, de tonalité variable.
Ce sont plusieurs voix mélangées. On dirait qu'il y a une foule qui crie après moi.